Mesdames, messieurs, voici Adrien Pouliot. Adrien, comment est-ce qu'il va? Hey, bon avant-midi, toi. Hey, j'aime ça, des politiciens qui donnent des leçons au monde, mais qui sont même pas capables qui sont même pas capables de s'ajuster selon leur propre discours. Tu sais, le Conseil des ministres, pareil, à la Malbaie. Je comprends que c'est pas une dépense de 3 millions. Mais je trouve ça ordinaire, pareil, là. Le Conseil des ministres à Malbaie. Benoît Richelieu, puis en plus, Philippe Couillard, ils disent on a magasiné, puis c'est la place la moins chère. Excuse-moi, c'est un mauvais menteur là-dessus, hein, ça se peut? Ben, il faut donner l'exemple. C'est exact. Que ce soit au gouvernement, dans une entreprise, les gens regardent en haut. Ils regardent ce que les patrons font, puis ça donne le ton pour le reste. Alors, quand tu donnes pas l'exemple, on a parlé la semaine dernière, je pense, du régime de retraite des députés de l'Assemblée nationale qui est chromé. C'est la Cadillac des régimes au Québec. Il faut donner l'exemple. Puis, je suis pas certain, moi. Je suis pas certain qu'il va y avoir une cohésion dans ce Conseil des ministres-là. Tu sais, t'as eu dans Le Devoir hier Christine Saint-Pierre qui dit « Oh non, touchez pas à mon ministère! » Là, t'as Pierre Arcan qui, lui, va sûrement dire à un moment donné, quand ça va être le temps des coupures, il va dire « Touchez pas à mes éoliennes! » J'ai hâte de voir, moi. Les chapelles vont se soulever, les groupes communautaires, les lobbies. Mais à l'intérieur du Conseil des ministres, c'est pas tout le monde qui est capable de faire sa part, là. C'est ça que ça m'indique, moi. Ouais, puis ce qui est un peu surprenant, c'est quand on regarde l'élection, quand on retourne un peu sur l'élection, là, anybody but Pauline, là, tu sais, le gouvernement libéral a pas vraiment été élu sur un mandat là de couper puis de réduire la taille de l'État. Je comprends qu'on savait qu'il y avait du travail à faire pour éliminer le déficit, tu sais, mais ça fait pas partie des valeurs du gouvernement libéral, quand on regarde dans le temps, de diminuer la taille de l'État ou d'avoir des budgets équilibrés. Je sais que c'est un peu bizarre parce qu'on pense toujours que c'est les libéraux, ils savent bien gérer l'économie, les libéraux, ils savent bien gérer les budgets, mais quand on regarde sous la férule de M. Charest, la dette a augmenté de 50 %. Là. On ne peut pas dire que c'est là qu'il y a eu beaucoup de succès. Et donc, ils n'ont pas ça donc dans leur ADN, dans leur gène, les libéraux. Et deuxièmement, comme tu dis, mais quand arrive le crunch et que là, on est dans le Conseil des ministres, ben là, Pierre Arcan va justement dire, ben oui, mais moi, là, tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec Équiterre, là? Ils vont faire des manifestations, il faut protéger les éoliennes, puis ben, tout le monde va essayer de protéger son petit coin. Alors, ça va prendre... Moi, je garde les doigts croisés, j'espère qu'ils vont réussir, mais ça va prendre beaucoup de force de caractère. De Philippe Couillard, ça va venir d'en haut, là. Tu sais, Coiteux va vouloir ça, on le connaît, toi et moi. Ouais. Toi, peut-être encore plus au plan personnel, mais ça va prendre le boss en haut qui dit, on s'en va là, c'est-tu clair? C'est ça que ça va prendre. C'est ça que ça va prendre, puis étant donné que c'est tellement difficile, tu sais, déjà, là, le ministre Laïto a évoqué hier la possibilité d'imposer des nouvelles mesures fiscales en janvier 2015 si les revenus sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire, ça c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Adrien? Traduction en français, c'est hausse de taxes, hausse d'impôts, hausse de tarifs. C'est ça qui s'en vient, là. On le sent, là. Et puis ce qui m'a un peu surpris, tu sais, avec l'initiative de M. Coiteux, il y a beaucoup de gens qui proposent toutes sortes de choses, ils ont toutes sortes d'idées, mais beaucoup de gens, ça me surprend, beaucoup de gens disent, ben là, on va augmenter les tarifs ici, puis là, ben il faudra augmenter les tarifs là, mais ces augmentations de tarifs-là, c'est un peu des augmentations, souvent c'est des augmentations de taxes déguisées, parce que les services gouvernementaux sont souvent des monopoles. Hydro-Québec, c'est le meilleur exemple. Là. Quand ils augmentent la tarification à cause des éoliennes qui nous coûtent 700 millions par année, ben c'est pas comme si tu avais le choix de dire OK, ben je vais aller à l'autre fournisseur parce que lui il me charge moins cher, hein, c'est un monopole. Donc finalement ça devient des augmentations de taxes. Un gros ménage à Hydro-Québec, il me semble qu'on n'entend pas ça. Hein. J'inclus les éoliennes là-dedans, il me semble qu'on n'entend pas ça. Ben, Claude Garcia, qui est vraiment l'expert là, sur Hydro-Québec, qui est président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, a fait une analyse d'une 100aine de pages il y a 2-3 ans. Là, et c'était incroyable de voir le gaspillage en comparant Hydro-Québec avec les grandes entreprises énergétiques d'Amérique du Nord. 2 fois plus d'employés par client, les coûts d'administration sont 2 fois plus élevés que les autres. C'est incroyable. Ah oui?
Oh, c'est intéressant. Oui. Est-ce que c'est une étude qui est disponible sur Internet, qu'on peut lire? Ça a été fait, c'est disponible à l'Institut économique de Montréal. C'est une étude qui date d'à peu près 3 ans et qui parlait là qu'on pourrait augmenter la rentabilité d'Hydro-Québec de 2 milliards par année. Par année, si c'était géré comme le privé. C'est intéressant. On va essayer de jaser peut-être lundi à Claude Garcia. Ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Avec fermeture d'usine, moi, ça m'a fait mal. Shawinigan, le maire qui... Regarde, je serais pas mieux, là. Puis c'est le réflexe de tout politicien. Demande de l'argent à Québec, 20 millions. Moi, regarde, c'est pas avec 20 millions que tu corriges une situation de désindustrialisation. C'est l'usine résolue à Shawi qui a fermé quasiment 300 jobs. Et toi, tu dis... Comment les subventions ont mis 275 travailleurs au chômage? Pourquoi? Ben, quand on regarde ce que Richard Garneau a dit, moi je connaissais bien Richard Garneau parce que j'ai été sur le conseil d'administration de Donahue quand ça appartenait à Québécois. Et M. Garneau, là, c'était le VP Finance de Donahue, puis il sait compter ce gars-là. Et quand il nous explique les causes de ça, bon, c'est sûr qu'il y a une baisse là, de la demande, le papier commercial. Ça, c'était une usine qui imprimait, qui faisait du papier d'impression commerciale. Alors, c'est sûr qu'avec l'Internet, il y a une baisse, ça va. Mais il y a aussi deux éléments importants. Un, l'augmentation du coût de la fibre. Mais ça, le coût de la fibre, aujourd'hui, le coût de la fibre, là, maintenant, là, c'est tellement géré par le gouvernement. Ils ont introduit, le gouvernement, un nouveau régime forestier le 1er avril 2013 qui a remplacé les CAF. Et maintenant, finalement, le gouvernement, c'est lui qui gère tout. Il gère presque toutes les responsabilités reliées à la forêt, la planification forestière, le suivi puis le contrôle des interventions forestières, l'attribution des droits forestiers. Alors, finalement, c'est le gouvernement qui gère à peu près tout. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation du prix de la fibre. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller couper du bois pour alimenter les papetières. Mais le ministre, peut-être sous des pressions des environnementalistes, veut pas qu'il y ait beaucoup de bois qui est coupé, donc le coût augmente. Et quand le coût augmente, ben ça rend les papetières non concurrentielles par rapport au reste du monde. Tu sais. Donc c'est l'absence de concurrence et le contrôle gouvernemental qui a peut-être provoqué la chute de cette fermeture d'usine-là. Par contre, c'est une usine qui était quand même un peu vieille. C'est une industrie qui est difficile, là, les pâtes et papiers. Non, c'est sûr. Puis comme je te dis, là, avec une baisse de la demande de 30% depuis 5 ans, c'est pas facile. Mais le coup de grâce, je pense, puis c'est ce que M. Garneau dit, c'est que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a subventionné Pacific West, qui a réouvert une usine semblable en Nouvelle-Écosse. En fait, une usine quasiment 2 fois plus grosse que l'usine qui a été fermée à Shawinigan. Et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a allongé une aide de 125 millions sur 10 ans. Pacific West, eux autres, ils ont mis 33 millions, puis le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a mis 125 millions, puis ils ont réouvert cette usine-là, puis ça a été le coup de grâce pour l'usine de Shawinigan. Et ce que ça démontre, c'est un bel exemple là, de l'impact que peut avoir des subventions. T'sais. Dans ce cas-ci, l'impact est dans une autre province, mais c'est exactement la même chose quand une usine gagne à la loterie des subventions au Québec par rapport à une autre. Comme Electrolux, qui a gagné au Tennessee, je pense, ou dans le sud des États-Unis. Ouais. Mais quand tu donnes des subventions, ça crée un avantage compétitif injuste entre les entreprises qui reçoivent l'aide puis celles qui la reçoivent pas. Et puis ça fait finalement déplacer des emplois entre entreprises qui payent de l'impôt vers celles qui reçoivent les subventions. Tu sais. Et souvent, ces aides fiscales-là, d'abord, ça attire pas vraiment des investissements parce que les investisseurs, là, puis le HEC de Montréal a fait une étude là-dessus, là, les entreprises choisissent pas de s'implanter quelque part en raison de la générosité des crédits d'impôt ponctuels. D'habitude, c'est des facteurs fondamentaux qui vont choisir, comme la qualité de la main-d'œuvre ou le niveau général des Demographics impôts. Aussi, l'âge de la main-d'œuvre, la qualité exacte. C'est ça. Exact. Alors donc, ces subventions-là, c'est pas vraiment ça qui donne une permanence, si on veut, aux entreprises. Ces subventions-là, ça cause des distorsions dans le fonctionnement normal du marché. Mm-hmm. Les gouvernements décident artificiellement de favoriser une entreprise ou une production ou un secteur de l'économie par rapport aux autres. Et souvent, ce qui arrive, c'est que l'aide financière encourage la dépendance des entreprises. Et le chantage. Il y a du chantage là-dedans. Tu me le donnes pas, je sac mon camp. Les alumineries, on a vu ça.
contrairement au marché qui punit rapidement les mauvais investissements, ça devient bien difficile de mettre fin à l'aide financière parce que la clientèle qui en profite, là, les compagnies, ben ils vont faire des pieds et des mains pour conserver le privilège. Alors c'est pas bon. Quand je suis allé pendant la campagne électorale, je suis allé voir la cimenterie de Ciment Québec à Port-Neuf. Puis je leur ai dit, ben les autres, ils se plaignaient de la subvention à la cimenterie Port-Daniel-Gascon. Ben oui. Ils disent, ça va. Nous autres, on a 180 personnes, là, puis notre usine opère seulement à 60% de la capacité. Puis là, ben, le gouvernement s'en va financer Port-Daniel-Gascon. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé bien intéressant, c'est de voir que les syndicats de ces usines-là se plaignaient, alors que les grandes centrales syndicales sont toujours en faveur des subventions pour soutenir les fleurons québécois, etc. Mais là, ils se rendent compte qu'ils vont perdre des membres, ils vont perdre des travailleurs. Hey, merci beaucoup, Adrien. On se voit peut-être lundi au lancement, peut-être, quand tu vas avoir l'invitation. Hey, on se voit lundi. Salut, bye. OK, parfait.